Bonjour à tous, deuxième partie de la vidéo des lectures, des conseils de lecture pour la saison hiver 2020-2021, mais enfin on est en 2021 déjà. Alors, avant de commencer cette deuxième partie, il est important que je prenne des précautions et que je vous dise que tout ce que je vais vous présenter et ce dont je vais vous parler, eh bien, c'est tout d'abord hypothétique. C'est si des conditions devaient être réunies. Ensuite, il s'agit de connaissances générales sur lesquelles nous pouvons nous cultiver. Et en aucun cas, je préconise la violence contre des organisations, des individus ou des institutions qui auraient moyen d'avoir une rétaliation légale contre moi. Donc, ce n'est que de l'information, ce n'est que de la culture générale, et en aucun cas une incitation à l'action, y compris et surtout à l'action violente. Enfin, je ne me désolidarise et je ne me désengage de toute action que d'éventuelles personnes qui auraient vu ces vidéos et qui auraient lu les livres que je vous conseille et qui auraient agi de manière ou pas. Enfin bref, ces livres sont publics, ils sont dans le domaine public. Encore une fois, je vous conseille de les lire uniquement pour votre culture générale et votre propre capacité de discernement et de réflexion autonome. Alors, avant de commencer la lecture, parlons un petit peu de visionnage. J'ai montré l'autre jour à mes enfants, dans le cadre de mes cours d'histoire, un film situé un tout petit peu avant et pendant la Révolution américaine. C'est probablement pas le meilleur, c'est probablement pas le plus historiquement précis, mais c'est un film qui véhicule des philosophies intéressantes, c'est-à-dire que, en résumé, nous voyons, comment il s'appelle, le personnage, pas Bénur, Mad Max, là. Nous voyons Mad Max à l'époque où il était aux États-Unis avec ses 7 enfants, veuf. Sa femme est morte lors du dernier accouchement, comme ça arrivait souvent. Et vous avez très bons acteurs dans ce film. Comment il s'appelle? Il y en a un anglais qui est très très bon. Je crois qu'il s'appelle Jason Isaacs. Bref, bon film qui montre voilà, un vétéran de la guerre de 7 ans, donc de ce on appelait en Angleterre et aux États-Unis the Indian and French War, c'est-à-dire une guerre qui s'est passée en Europe essentiellement, mais sur la partie américaine entre les Français alliés, je crois, des Cherokees ou des Hurons, je ne sais plus, et les Anglais, et qui s'est battu un petit peu entre bah, voilà, les frontières du Vermont et de l'État de New York, et ce qui était en fait la partie du Québec, enfin, de la Nouvelle-France, comme on l'appelait à l'époque. Et campagne qui s'est faite un petit peu sous des formes de guérilla contre guérilla. D'ailleurs, le film Le Dernier des Mohicans est situé pendant cette période, guerre qui a coûté cher à la France, puisque elle a perdu la Nouvelle-France, mais qu'elle aurait pu, mais elle s'est battue vaillamment. C'est pas le sujet. Ils auraient eu un petit peu plus de monde, ça aurait peut-être été plus facile. Bref, ce vétéran de cette guerre est sceptique quant à la volonté des colonies américaines de déclarer leur indépendance. Parce que certes, celles-ci sont taxées de plus en plus, considèrent que le gouvernement britannique est tyrannique, il met des nouvelles taxes sur le thé, les dés, le sucre, etc. D'ailleurs, pour financer le coût qu'a été la guerre de 7 ans. Et les colonies américaines décident, puisqu'elles n'arrivent pas à obtenir de représentation et n'arrivent pas à réduire des taxes qu'elles considèrent comme étant iniques et tyranniques, eh bien, de déclarer son indépendance
Et au cours de cette guerre, cette indépendance va amener justement à la création des États-Unis d'Amérique. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on voit bien que si, certainement au début, lorsque les forces armées sont dans une logique de choc frontal, puisque les officiers américains sont des anciens officiers britanniques et se battent comme ils ont appris à le faire, une guerre en ligne avec des soldats entraînés. Et évidemment, les Américains sont moins formés que les professionnels britanniques de cette époque qui étaient parmi les meilleurs du monde. Et donc, nous voyons justement le personnage de Mel Gibson qui, pour se venger de la mort inutile d'un de ses enfants tué par un cavalier, pas par un bataillon, on n'appelle pas ça un bataillon dans les cavaleries à cette époque, bref, un élément de cavalerie britannique, et bien finit par se venger et monte en fait une guerre irrégulière, puisque c'est ce qu'il a appris lors de cette fameuse guerre de 7 ans. La petite guerre, comme l'appelaient les Français, ou guérilla, comme l'appelleront dans quelques années, contre les Français d'ailleurs, les Espagnols. Et donc, cette guerre de course, cette petite guerre dans les forêts, dans les marécages, de harcèlement, etc., c'est la guerre du petit face au fort. Donc, je vous conseille ce film, c'est très intéressant, et il montre que lorsqu'une nation considère ses dirigeants ou comme étant plus légitimes parce qu'ils n'amènent plus la protection, une équité et une capacité de se représenter et donc de définir son destin, lorsque finalement la démocratie ou la représentation disparaissent, eh bien la rébellion, l'insurrection, éventuellement l'indépendance se mettent en place. Film intéressant. Là-dessus, toujours dans ce même thème de philosophie, je vous conseille ce livre de Jean-Pierre Allier, Légitime défense, qui nous explique que lorsque l'État n'est plus capable de défendre sa population, banlieue, sentiment d'insécurité, n'est-ce pas? Il y a quand même 200 ou 300 poignardages et découpages au couteau par an en France. Par exemple la France, mais enfin ça pourrait être d'autres pays. Lorsque, voire même l'insurrection ethnique ou violente, ou les pillages sont encouragés par l'État, voire Black Lives Matter aux États-Unis l'année dernière, en 2020, eh bien l'État n'a plus de légitimité. Et lorsqu'il n'est plus légitime, s'il s'en prend à ses citoyens par la taxation, c'est-à-dire du vol, ou par des lois qui finissent par incarcérer des éventuelles personnes qui refusent d'obéir, eh bien, il met en danger la vie des citoyens qui donc, selon le droit naturel, mais aussi selon finalement un certain nombre de constitutions et de droits constitutionnels, eh bien, se retrouvent en situation de légitime défense et sont à ce moment-là considérés philosophiquement, évidemment, l'État ne va jamais dire vous avez raison de le faire, se retrouvent légitimement en légitime défense et donc philosophiquement légitime à lutter contre la tyrannie et la démonter et la battre, dans tous les sens du terme. Et donc, faites rien, faites pas de conneries, mais enfin, philosophiquement, c'est intéressant de se rendre compte. Alors, regardez dans votre pays, par exemple en Suisse, je ne considère pas que nous sommes dans cette situation. L'État suisse devient de plus en plus lourd, il nous taxe aussi de plus en plus, mais nous sommes à des années-lumière d'un pays soviétique enfin bolchevique plutôt, comme la France ou ce qui est en train de devenir les États-Unis, qui est lui-même pas encore au niveau de la France. Mais enfin, ça pourrait venir. Et puis, lorsque on commence à attaquer certains éléments fondamentaux, même idéologiques, de la structure humaine, c'est-à-dire la famille, ce que c'est qu'un homme, ce que c'est qu'une femme, etc., là aussi, nous pouvons considérer qu'on s'attaque à nos enfants et d'un point de vue vital, d'un point de vue d'existence. Et donc, de même que lorsqu'un cambrioleur ou lorsqu'une agression menace votre vie et votre intégrité physique, vous seriez en légitime défense. Alors évidemment, des juristes à la solde de l'État ou de la machine étatique diraient non, la légitime défense, c'est pas ça. Le jour où celui qui gagne la révolution ou la révolte
et le jour où il met les perdants, c'est la force qui fait la loi, et c'est le gagnant qui a la force. Bref, livre intéressant pour réfléchir sur la philosophie de ce qu'est le droit, de ce qu'est la création de nouveaux États, de nouvelles nations. On va parler d'Israël, on va parler de comment un État peut se créer, de ex nihilo. Qu'est-ce qui est nécessaire, et très très intéressant comme livre à lire. Alors si on veut aller dans des cas qui ont existé, sous le régime communiste, eh bien, les pays d'Europe de l'Est, après la Deuxième Guerre mondiale, se sont retrouvés un petit peu enculés par Staline et surtout par le régime communiste et les saloperies communistes de leur propre pays, qui était une minorité infime, et qui, soutenus par l'immense puissance de l'armée rouge, ont mis au pouvoir des régimes socialistes et soviétiques dans la plupart des pays. En République tchèque, Václav Havel, je ne sais pas si ce livre est traduit en français, probablement, le pouvoir des gens sans pouvoir. Eh bien, Václav Havel nous raconte, dans ce livre de la fin des années 70, de 1978, eh bien, nous raconte la situation en République tchèque, qui, après le printemps de Prague, écrasé par les troupes aéroportées soviétiques de 1968, ouais, eux, ils ont eu un mai 68 bien plus hard que les petits bourgeois étudiants en France, quoi, ou ailleurs. Bref, en 1968, suite à la fin des espoirs de printemps démocratique tchèque, un peu qui faisait écho à la tentative de printemps démocratique hongrois en 1956, eh bien, les Tchèques se sont retrouvés dans une situation où ils ne pouvaient plus. Ils devaient se la fermer parce que le régime soviétique, il déconne pas. Hein. Alors, c'est plus l'époque de Staline où on arrive et on prend la moitié de la population, on la flingue, puis l'autre moitié, on l'envoie en Sibérie. Là, quand même, c'était beaucoup plus soft, c'est sous Brejnev. Mais enfin, faut pas trop l'ouvrir parce que la torture, ça existe toujours. Et les mecs qui finissent dans des forêts avec une balle dans la tête, ça existe quand même. Et c'est existé très tard, jusqu'à la fin de l'Union soviétique. Bref, que faire quand vous êtes occupé, en plus en tout cas par une idéologie tyrannique et totalitaire? Eh bien, il nous donne quelques points très intéressants. Il nous parle de la création culturelle, de faire de la moquerie du régime, de faire des organisations éphémères qui se créent, font un événement, font quelque chose et disparaissent. Pas de hiérarchie. Pour ceux qui ont suivi les vidéos de cet été, quand je vous parlais de l'araignée et la toile d'araignée et l'étoile de mer, ça va dans la même logique. Lorsque vous vous moquez du système, en fait, il faut montrer que le système n'est pas capable de faire ce qu'il prétend faire. Il faut aussi le mettre en défaut par rapport à son idéologie, comme en Pologne plus tard, d'ailleurs il le mentionne, lorsque des ouvriers se révoltent contre le paradis des ouvriers, ça pose un problème à l'idéologie. Et donc la moquerie, mettre le système face à ses incohérences, de manière relativement pacifique. Hein. Donc lui, il parle complètement d'aspect pacifique. Alors évidemment, la révolte avait été tentée en 1968, elle avait certainement été tentée en Hongrie en 1956, et lui, il ne voyait pas de révolte à l'intérieur du système soviétique. Il pensait que le système allait s'effondrer face à ses propres incohérences et face à ses propres inefficacités. Et donc il fallait encourager la bêtise et l'effondrement du système tout en travaillant à l'échelle individuelle, donc c'est avant Internet, pour faire de la subversion subtile auprès des gens qui, au fond, commençaient à ne plus afficher leur soutien. Afficher son soutien était pour beaucoup la condition sine qua non de pouvoir exister, d'avoir un commerce ou de pouvoir avoir une vie sociale. Et bien petit à petit, en égrénant ce soutien, en se moquant du système, eh bien, elle pouvait lutter contre. C'est pour ça que nos systèmes idéologiques aujourd'hui ne se basent pas que sur l'idéologie, mais ils se basent aussi sur l'exploitation économique et l'exploitation, on va dire, ethnique. C'est-à-dire que aujourd'hui, si vous vous moquez du système et si vous vous mettez hors système, si vous n'êtes pas loin des grandes villes, loin des centres urbains, vous tombez dans l'échelle sociale jusque dans la cage des fauves. Et c'est voulu, à mon avis. Donc,
bon, à cette époque, en tout cas, c'était des pays homogènes. En tout cas, la République tchèque, ce qui allait devenir la République tchèque. À l'époque, c'est encore la République socialiste populaire de Tchécoslovaquie, puisque c'était deux pays ensemble. Et ce livre est très intéressant. C'est un petit livre, vous le trouvez, enfin en tout cas moi j'ai lu dans sa version anglaise, il est pas cher. Euh, Ça doit être à peine 10 euros. Et en tout cas, il donne un point de vue des années 70 sur comment on démonte comment des gens peuvent vivre et finalement peuvent aussi trouver une manière de joie de vivre dans un système tyrannique. Donc très intéressant, ça peut nous servir. Puis ce livre très très intéressant, c'est un livre déjà beaucoup plus récent, de 2010, de Joseph P. Martineau, La Resistance to Tyranny, aux éditions, je ne sais pas, mais vous le trouvez. Un livre. Alors là, on tombe sur autre chose. Là, on tombe quand même sur le fait que il y a une étude historique de toutes les révoltes et de toutes les résistances à travers le monde, des résistances pendant la Deuxième Guerre mondiale, aux résistances anticoloniales, aux résistances, on parle de Cambodge, d'Afghanistan, on parle de la Chine, de l'Ouganda, on parle de plein de pays où nous allons déterminer comment une insurgence, comment une révolte se met en place. On parle de l'Algérie, Israël. Donc, vraiment, il a fait une étude assez grande de la plupart des pays qui mettent en place un système de résistance. Et il étudie comment les États essayent de décapiter la résistance. Alors, parfois, c'est par la force armée, parfois, c'est par l'espionnage et l'infiltration, parfois, c'est par c'est beaucoup de techniques de contre-insurgence et de contre-insurrection en français, pardon, counter-insurgency, co-in, sont les termes anglais. Les Français étaient très bons là-dedans. Ils ont appris des Allemands donc les SS ont appris aux Français, qui eux-mêmes ont appris aux Israéliens, qui eux-mêmes ont appris aux Américains. Et là-dessus, les Britanniques, ils ont eu aussi leurs écoles à eux. Et donc à la fois pour l'insurrection et la contre-insurrection. D'ailleurs, les forces spéciales très connues que sont les Bérets Verts aux États-Unis, en fait, avait été créé au début de la guerre du Vietnam par Kennedy, non pas pour aller faire des attaques contre l'Union soviétique ou que sais-je, ce qu'ils sont devenus plus tard, mais leur grande spécificité, c'était d'infiltrer des territoires qui étaient contestés ou en territoire ennemi, et de créer des cellules un peu avec l'héritage de Jitbourg et de ce qu'était ensuite l'OSS, qui était organisé par l'OSS, notamment en Europe occupée pendant la guerre, pendant la Deuxième Guerre mondiale, et de former ce que les Jitbourg avaient fait en France, en Italie, en Grèce, en Yougoslavie, etc. Et là, donc les Bérets Verts au Vietnam étaient là pour monter des villages, organiser des forces de défense, et finalement créer des grosses bases autonomes durables, mais organisées par les forces armées d'un État, évidemment, qui allaient permettre à ces villages de résister et de même faire des petites opérations locales de résistance face à un ennemi, en l'occurrence le Viet Minh et le Viet Cong au Vietnam. Alors parfois ça plante, hein, parfois ça rate, puis parfois ça réussit. Les Anglais ont très très bien réussi à démonter les insurrections, par exemple, en Malaisie. Et donc ont pu bien gérer la décolonisation sans se faire imposer un système un peu marxiste. En Indonésie, ça s'est pas bien passé, par exemple. Je pense à l'Asie. En Afrique, il y a aussi plein de cas de figure où il y a eu des insurrections, des contre-insurrections, etc. Bref, ce livre nous explique par différents articles comment ça va, de comment est-ce qu'on peut communiquer, comment mettre en place des codes, comment mettre en place des formations, des uniformes, comment finalement un système d'insurrection contre un État se met en place. Là, d'ailleurs, aujourd'hui, je ne vous parlerai pas de livres de stratégie militaire. J'en ai toute une bibliothèque qui inclut l'insurrection. Il y en a plein. Les Français sont excellents là-dedans. Les Britanniques sont excellents là-dedans. Les Israéliens, j'en trouve pas des livres sur ce domaine. Ils gardent jalousement leurs compétences. Il y a aussi des Américains qui ont écrit là-dessus. Aujourd'hui, je vais vous parler de choses peut-être plus terre à terre. Bref, ça, c'est un livre intéressant pour approcher la philosophie de la mise en place d'un système de résistance. Encore une fois, seulement si l'État est illégitime, seulement s'il est tyrannique.
Vous êtes dans des démocraties, les démocraties, on le sait, veulent votre bien, et donc tout ceci ne s'applique pas. Je continue. Un livre excellent que vous trouvez chez les amis de Castalia House, Fourth Generation Warfare Handbook. Ici, alors le colonel William Lind et Gregory Teal du corps des Marines nous parlent de comment on met en place des doctrines de guerre de quatrième génération, c'est-à-dire de guerre irrégulière, puisque vous vous souvenez, la première génération, ce sont des lignes, deuxième génération, ce sont les systèmes mobiles, quatrième génération, c'est les guerres, comment on appelle ça, ce qu'ils appelaient les guerres en trois dimensions, avec les systèmes aéroportés, évidemment les blindés qui sont capables de percer. On pourrait ajouter le nucléaire là-dedans, le nucléaire sur le champ de bataille. Quatrième génération, on inclut l'approche insurrection. Aujourd'hui, on est dans la cinquième génération, mais rien n'empêche que la quatrième génération existe toujours. Et la troisième et la deuxième, la première, non. Les grandes lignes au mousquet, c'est un peu fini. Enfin, qui ont duré jusqu'à la Première Guerre mondiale, les grandes guerres de masse, on ne voit plus. Donc ici, il va vous parler comment on s'organise avec de l'infanterie légère, avec des systèmes, comment on utilise par exemple le crime organisé comme étant des sources d'information ou d'organisation parallèle. Et il montre quelles sont les stratégies. Alors ça reste un livre de philosophie, il est tout à fait... tout à fait bien comme livre, et il est comme l'autre un livre de stratégie philosophique et organisative. Donc c'est un livre à lire, Fourth Generation Warfare, chez Castalia House, il n'existe qu'en anglais. Ensuite, nous allons passer alors à un niveau un petit peu plus tactique. Tout d'abord, on va passer à un aspect psychologique. Alors, Jocko Willink, qui est un YouTuber ancien Navy SEAL, expert en Jiu-Jitsu, fort sympathique et bien carré, et un peu starbé, mais sympa, nous écrit Leadership Strategy and Tactics Field Manual. Donc, c'est un manuel de stratégie et de tactique. Alors là, il s'agit plus d'application de ces philosophies, mais par rapport à comment on gère des individus, comment on gère la motivation, comment on gère la gestion en fait des équipes. Et donc c'est un livre qui est en plus un beau livre en dur, chez Macmillan, et il va vous expliquer comment vous gérez votre rôle de meneur, de chef, parce qu'il va falloir ces compétences-là pour faire tout ce qui va venir derrière. Parce que ça ne fait pas juste dire « ouais, je vais au stand de tir, je vais faire des trous », dans un truc. Non, il s'agit de motiver des hommes, motiver des gens. Putain, vous vous rendez pas compte, pour un mec qui est né comme moi dans les années 70 et qui était dans le monde libre et qui, face à lui, voyait les hordes soviétiques avec leurs milliers de chars blindés, putain, on se retrouve aujourd'hui inverse, où nous sommes, alors certes, dans des pays sans armée, complètement, mais putain, la liberté, elle est plus chez nous, quoi. Ça me fait chier de vous dire des trucs comme ça. Mais la vérité, c'est que c'est la réalité, donc je ne peux pas faire autrement. Donc, Jocko Willink. Alors, autre livre très intéressant, Frédéric Chameau et Pierre Santoni, L'ultime champ de bataille, combattre et vaincre en ville. Alors, là, on sort un tout petit peu de l'aspect insurrection et on se met à la place du commandant d'une brigade qui doit récupérer une ville. Et notamment, il a une très bonne étude, j'aurais pu vous citer aussi des livres de, comment il s'appelle, il y a un colonel français excellent qui a beaucoup parlé justement de l'organisation, mais enfin c'est pas celui-là, Vega, Pierre Vega, non, colonel Vega, ils arrivent, non, bref, peu importe. Ce livre vous parle de comment on va gérer l'attaque sur la ville, l'attaque face à une ville qui est tenue par des forces ennemies. Et l'exemple de Fallujah montre que c'est des forces venant de cette ville-là.
C'est alors on a comment est-ce que les civils combattent, pourquoi. Alors il va citer les batailles de Fallujah, de Houé, de Stalingrad. C'est voilà, il va commencer à parler pas mal de Syrie. Je ne sais plus. Il est récent ce livre, il est très récent et c'est un livre fascinant. Il est de 2019, voilà, donc il est quand même très récent. Il va nous parler de l'expérience une partie de l'expérience de la Syrie et c'est très intéressant d'avoir le point de vue de. Est-ce que. Voilà, alors, Frédéric Chameau, lieutenant-colonel 94e régiment d'infanterie, vous le connaissez peut-être, et colonel Pierre Santoni, bah, 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 pareil, 94e régiment d'infanterie, visiblement, s'occupe des formations. Il a commandé le centre d'entraînement aux actions en zone urbaine. Donc, visiblement, en France, il y a un régiment qui gère la formation. On en a aussi en Suisse, il y en a dans tous les pays. Aujourd'hui, c'est le cœur de la formation des forces armées, quand c'est pas faire Vigipirate, c'est de gérer l'attaque d'insurrection dans la ville. Donc, c'est très intéressant de se mettre à la place des forces armées, d'autant que beaucoup de forces armées peuvent, en cas de tyrannie, se rébeller et rejoindre les insurgés. Donc c'est toujours intéressant de voir comment ça se passe. Alors, on va aller un petit peu plus dans la tactique. Restez jusqu'au bout, les meilleurs livres sont vers la fin. Alors, ce sont des livres... alors, quelques livres militaires. Alors, un livre excellent, franchement super bien, et tout petit, et génial à avoir sur soi et à lire. Le Memento du Marsouin. Alors ça, c'est... Il y a tout. Mais vraiment, c'est le manuel de survie des troupes de marine. Dont on signalera l'excellence et hélas parfois le manque de soutien de la part de leur direction, on va dire ça comme ça. Mais enfin, voilà, on explique comment s'organise une patrouille, une section, il y a tout. Bon, alors c'est très militaire évidemment. Je veux dire, comment identifier, je veux dire, le jour où vous êtes face à des hélicoptères de combat, déjà vous savez que c'est pas les vôtres, parce que bon. Et bon, alors il y a toute une partie sur les armes, mais enfin il y a toute une partie survie, comment faire des nœuds, comment gérer une radio, voilà, comme des guides de soins. Donc c'est un super livre, un super petit guide, un petit manuel à avoir, à lire, à relire. Vraiment super. Moi j'aime beaucoup. Il y en a d'autres qui existent dans ce domaine-là et dans ce format-là, mais celui-là j'aime beaucoup, le Memento du Marsouin. Dans la version américaine, c'est un autre. Alors les Américains, voilà, vachement bien, compact. L'américain, blam. Ça c'est le manuel de la gestion de la section et du peloton de l'armée américaine, donc le FM 321. Bon, bref, en version il existe aussi en version petite, mais ça c'est la version bibliothèque, c'est la version rat de bibliothèque comme moi. Donc là, alors là-dedans, vous allez apprendre comment est-ce que vous attaquez un obstacle, comment vous attaquez. Alors évidemment, pour une escouade et un peloton, donc pas vous tout seul. N'allez pas prendre une colline tout seul tenue par une section ennemie. Ça n'existe pas. Mais c'est intéressant d'apprendre. Donc, comment est-ce qu'on approche, Enfin bref, tous ces manuels américains sont excellents. Et celui-ci, bah, il est bien. Il y a voilà, la section d'infanterie à l'américaine. Comment est-ce que vous bossez, comment vous approchez. Bon à savoir, c'est de la culture générale. Il faut apprendre ça. Et si on n'a pas, on n'a pas tous fait le service militaire. Alors, pour revenir à l'échelle de la base autonome durable, puisque nous n'avons pas tous fait le service militaire, il y a deux livres qui sont intéressants. Le premier, c'est Retreat Security and Small Unit Tactics de David Kubler et Mark Goodwin, que vous trouvez sur Internet aussi, tout ça, tout ça. Là, il s'agit, voilà, ce n'est pas d'une insurrection c'est pas en cas d'insurrection contre des forces armées ou quoi, mais c'est par exemple s'il y a des émeutiers ou s'il y a un problème et que vous êtes dans votre quartier ou votre ferme ou votre base autonome durable, quels sont les éléments de base, mais vraiment de base, c'est succinct parce que là on a, mais pour des micro-groupes, des groupes d'une famille, de quelques familles, quelques groupes, alors communication, et c'est vraiment la base. Alors celui qui a fait
Celui qui a fait 5 ans de Légion, il a pas besoin de ça, c'est sûr. Celui qui a combattu en tant qu'enfant soldat en Afrique pendant toute sa vie avant de venir ici, il n'a peut-être pas besoin de ça. Mais c'est pas mal, c'est pas mal. Donc, truc de base que vous pouvez compléter avec Patriot Fire Team de Paul Merkel, qui est un complément, mais qui est un petit peu plus martial. Alors, c'est pas forcément une défense d'une base autonome durable comme le précédent. Là, c'est un peu comment on peut organiser un fire team. C'est encore c'est l'échelle en dessous de l'escouade. C'est 2 personnes, 3 personnes. Et comment est-ce qu'on gère, je sais pas, la défense d'un périmètre, la mise en place de patrouilles, la prise en place de sentinelles. Euh, c'est très intéressant. Alors là, les gens qui ont fait un peu de formation, moi, j'ai pas appris énormément de choses, mais c'est toujours bien de relire et de relire ce qui peut vous apporter les formations et les connaissances, soit de base ou soit qui les rafraîchissent. Donc vraiment un très très bon livre. Pour compléter ces livres-là, il y en a beaucoup, hein, il y en a beaucoup aujourd'hui, mais ouais, c'est beaucoup de lecture. Pour compléter ces livres, je vais vous donner encore 3, puis ensuite on va passer à autre chose. L'ami Ride Enrich nous parle du The American Rifleman. En gros, lui, donc, c'est un patriote américain tout à fait lié à la, comment dire, à garder la Constitution américaine en vie. Je crois qu'il va beaucoup souffrir ces prochaines années, mais enfin, il le sait, et donc il explique que voilà, une, une société libre est basée sur l'individu milicien libre. Et l'individu milicien libre, il sait utiliser ses armes, et il sait se défendre, et il sait défendre, en l'occurrence pour lui les États-Unis, la Constitution face aux ennemis extérieurs ou intérieurs. Tout un programme, et donc il va nous apprendre, alors c'est un ancien des Marines, et c'est tout à fait similaire à beaucoup de formations. Alors lui, il est très AR-15, quoique, il nous donne aussi des exemples en AK. Il y a beaucoup de photos, c'est un livre illustré où on explique bah voilà, comment on change son chargeur, comment on résout un problème de tir, comment on se forme, quelles sont les positions de tir, comment on passe comment on passe d'une arme longue à une arme courte dans un combat. Bref, des trucs que normalement, si vous avez fait votre boulot depuis une dizaine d'années, vous savez faire. Mais voilà, comme des différentes positions, etc. Et donc c'est un super livre et il n'est pas plus ou moins américain ou autre. Ce qui fonctionne aux États-Unis. Voilà, des fondamentaux de nettoyage, vos sacs d'évacuation sur l'aspect de défense. Alors ça c'est clair que c'est que l'aspect défense. Très très bon livre. Euh, The American Rifleman, Ryan Enrich. Je pense qu'il est auto-publié, mais vous le trouvez sur Amazon ou vous pouvez le commander. Alors, un classique Urban Rifle de Clint Smith, un formateur légendaire aux armes à feu. Donc, Clint Smith, lui, va aussi parler. Alors, c'est aussi un livre, c'est peut-être pas la meilleure illustration. C'est aussi un livre qui va expliquer comment on se positionne, quels sont voilà, le positionnement le plus adéquat pour l'individu qui souhaite être efficace avec la pratique de ça. Alors, c'est pas du tir sportif, hein. Là, je vous le dis tout de suite que lui non plus, les autres, c'est sûr que là, on n'est pas dans l'univers du tir sportif, on n'est pas dans l'univers du biathlon, quoi. Voilà, c'est pour au cas où. Bref, un autre livre très intéressant. Alors, je le mets là parce que je ne sais pas où je pouvais le mettre, mais il est génial. Il m'a envoyé, ouais. Notre ami Lee Morrison, alors là c'est un Britannique, The Complete Book of Urban Combatives. Alors là, il s'agit, là on a dépassé, on a réduit, on n'est même plus au stade des armes, on est au stade du physique. Parce qu'à la fin, tout ce dont on a parlé, dont on n'a pas fini et dont on va parler, à la fin, il se réduit à votre capacité physique de réagir à la violence. Pour ça, pour moi, je dis toujours, c'est le mental qui est le plus important. Le fait, parce que vous pouvez être surarmé, suréquipé, vous voyez un type qui vous impressionne, ou tout d'un coup vous dites merde, là il y a de la violence réelle qui arrive. Alors c'est quand même mieux d'être entraîné, mais si vous n'avez pas le mental qui va avec, et en général un bon entraînement vous entraîne à avoir un bon mental.
Mais après, le mental, c'est le physique. On est tous. Moi, j'ai encore des efforts à faire. Mais voilà. Donc là, Lee Morrison, et pas Bill Mollison, c'est pas du tout le même domaine, il va nous expliquer des bases. Alors, à compléter avec Protégor, hein, vous savez. Mais voilà, dans le monde anglish, il est très bon. Il est très bon. Comment on neutralise, comment on approche, euh, comment on désarme, comment on se bat au couteau. Alors ça, c'est bien. Souvent, il y a toujours dans les livres comment on se désarme quelqu'un avec un couteau. Alors d'abord, bonne chance. Mais ensuite, on t'a jamais expliqué comment te battre quand toi, t'en as un. Parce que c'est pas cher un couteau. Et parfois, il n'y a pas de raison. Hein. Il y en a qui apprennent à égorger les moutons tous les ans. Toi aussi, t'as qu'à apprendre à égorger les lapins. Je sais pas, mais un couteau, c'est utile. Bref. Ok, alors on va continuer. Alors, donc, je vous le conseille, il est génial. Euh, il a aussi une chaîne YouTube sympa, et en plus, c'est un mec sympa. Alors, tant qu'on est dans la, dans la formation physique, autant voir aussi comment se forment, par exemple, les SAS en Angleterre. Alors, je dis les SAS, mais en fait, ce livre parle de plein de forces à travers le monde. On a les forces spéciales américaines, israéliennes, etc. Et il montre comment ils se forment. Donc, je ne vous dis pas qu'on va être au niveau des forces spéciales. Les amis du GIGN qui nous regardent, c'est bon, on ne va pas vous remplacer. Hein. On ne va pas essayer de prendre votre job. Mais c'est intéressant de voir, alors c'est à la fois un petit peu quelques principes de survie, de navigation, de machin, mais c'est surtout quel programme pour se former. Et il compare différentes forces spéciales. Donc c'est un livre intéressant, je dirais pas que c'est la priorité de Johnny Lewis, mais c'est un livre, il y en a plein des comme ça. Mais celui-là, je l'avais lu récemment et je l'ai trouvé sympa. Alors dans la série, vachement intéressant, c'est comment le KGB, le manuel de formation du KGB. Euh, C'était pas des. J'ai le droit de dire PD dans les vidéos YouTube. Bref, c'était pas des fillettes, quoi. C'était pas des fillettes. Et bon. Alors, en plus, c'est pas le KGB, c'est pas la secrétaire du KGB, c'est les équipes qui s'occupaient de l'assassinat, de la subversion, et voilà. Donc il y a toutes sortes de petites techniques et tactiques de combat personnel. Alors bon, il y a les vieilles photos de propagande de l'époque soviétique, mais enfin, euh, voilà, c'est des bonnes techniques. Moi, j'aime bien, c'est vintage. Voilà, je suis tombé parfaitement sur ce que j'allais vous dire. Le coup de pelle, le coup de pelle, c'est le coup de pelle. Moi, j'aime beaucoup le coup de pelle. Je trouve que c'est old style, old school. C'est bien. La pelle, la pelle. La pelle de la forêt et la pelle de la forêt. Le coup de crosse aussi, voilà, le coup de crosse, le coup de Kalachnikov dans la gueule. Parce que rien ne te réveille plus quand tu es en sentinelle endormi qu'un coup de Kalachnikov dans la gueule. Un coup de pelle, un coup de crosse. Bref, bon, cela dit, restons sérieux. C'est des livres qui ressemblent en mieux évidemment parce que c'est plus récent. Par exemple, au guide de Close Combat, ils appelaient ça Close Combat de la Deuxième Guerre mondiale ou des années 50 des États-Unis. À la fin, on revient toujours, on a les mêmes corps, on a les mêmes réactions, on a la même. Donc ça, vous le trouvez. L'auteur, je ne sais pas. Il n'y a peut-être pas d'auteur puisque c'est un manuel. Et voilà, fallait pas les faire chier, hein, les mecs du KGB. Et donc, on a un peu tous les mêmes techniques, c'est-à-dire qu'à la fin, bon, une fois que tu as appris un peu une fois que tu as goûté les experts des arts martiaux asiatiques, une fois que tu as compris la physiologie humaine, bon, il n'y a pas 36 000 trucs, quoi. Je veux dire, après, le reste, c'est de la mise en situation et t'adapter. Mais c'est vrai que c'est utile de voir des manuels et de comparer ce que disent les Anglais, ce que disent les Russes, ce que disent les Américains, les Français, les Israéliens. Chacun a développé son art martial, les Russes le systéma, les Israéliens le Krav Maga, le Sambo, machin. Il y a plein de trucs. Bon, à la fin, c'est quand même, je te pète les genoux, je te pète les reins et je te plante une dague dans un organe vital en empêchant que tu gueules. Bon, bah,
on nous apprend pas ça à l'école. Alors, on est obligé de se former sur le tas. Toujours sans inciter à la violence et toujours en étant pour se défendre, pas pour agresser les gens. Mais enfin, qui peut le plus, peut le moins. Bref. Euh, Autre livre, alors c'est, on parle, là on passe chez les rouges, on passe on quitte les soviétiques pour tomber chez les, euh, chez les pourritures communistes. Carlos Marighella, Manuel du guerriero urbain, juste pour avoir une idée de comment fonctionnent certaines organisations plus ou moins organisées, plus ou moins financées d'ailleurs par les États aujourd'hui, et comment quelles sont quelle est leur vision, stratégie et tactique, parce que nous ne devons pas oublier que peut-être que l'État agit aussi par l'intermédiaire de nervis, par l'intermédiaire de milices, et que ces milices, eh bien, elles peuvent être manipulées, mais qu'elles ont une manière de faire. D'ailleurs, très intéressante. Et donc, à lire. Et donc, Manuel du guerriero urbain, livre intéressant que j'ai lu récemment. Merci à quelqu'un me l'a conseillé parmi vous. Je l'ai lu, très intéressant. Bon, alors on va passer sur du lourd. Alors, je vais faire on a déjà 40 minutes de deuxième truc. Et ça les vaut, l'abonnement à Patreon, putain. Bon, euh, je ne cautionne pas ce livre. Mais je dois le présenter quand même. Kurt Saxon, l'un des fondateurs de ce qui a été appelé le survivalisme. Je ne partage pas ses idées politiques et idéologiques. Mais putain, le mec, il a fait un bouquin. Il y a 2 volumes. Le deuxième, je l'ai pas trouvé. Et donc là, c'est une réédition, vous savez, en reproduction, machin. Je ne sais pas si c'est libre de droit ou pas libre de droit. Mais enfin, le mec, il t'explique. Alors, c'est un peu à l'américaine, donc il faut traduire les. Ne faites rien de ce qu'il y a écrit de ce livre par vous-même. Ne jouez pas aux petits chimistes, surtout quand les trucs sont en pouces et en ounces, quand le poids est britannique et non pas enfin, américain en plus, si ça se trouve. Donc faites gaffe, ne vous amusez pas à appliquer les trucs chimiques qu'il y a dans ce bouquin. Mais encore une fois, en genre de, comment dire, en culture générale, eh ben, apprendre à silencieusement neutraliser. Voilà, ah bah voilà, le Hand-to-Hand Combat Manual des Marines de je sais plus quelle année. Bref, neutraliser une sentinelle, mettre en place un piège, un trigger électrique. Enfin, il a des trucs. Alors, c'est de la compilation d'articles qui existaient à son époque. Et vachement de trucs quoi, dans ce bouquin. Alors, je vous conseille le livre comme référence, comme culture générale de Kurt Saxon, mais évidemment, n'appliquez pas ce qu'il y a écrit dedans. Mais enfin, encore une fois, culture générale, tout ça, voilà, le nitrate d'ammonium, tout ça. Moi j'ai rien de tout ça. Moi, je suis un écrivain, je fais mes trucs. Oui, bien sûr, je tire, j'apprends à défendre, bien sûr, mais dès que ça passe à des trucs qui sont hyper illégaux, enfin, je veux dire, fabriquer des explosifs, des machins avec des engrais, enfin, moi j'ai pas le temps, et puis j'ai passé l'âge. Mais c'est super intéressant à savoir, à part ça. Bref. Le volume 2, je ne sais pas. À ce qui paraît, il était interdit, donc je l'ai même pas. Ok. On va passer à des livres exceptionnels, et si vous avez tenu jusqu'ici, vous êtes méritant, et je vous conseille de trouver ces livres, parce que là, on tombe sur du... Tout ce que j'ai montré, c'est vraiment bien. Là, on tombe sur du condensé d'excellence. Je vous présente les livres de John Mosby. John Mosby, au-delà d'être très sympa, est un ancien des forces spéciales américaines. Il est très discret sur son passé, on ne sait pas qui c'est. Il habite quelque part dans le nord-ouest des États-Unis. Est-ce que c'est le Montana? Est-ce que c'est l'État de Washington? Est-ce que c'est l'État de l'Oregon? Et alors son premier livre, Forging the Hero, il me l'a envoyé, donc j'étais très touché, puisqu'il a lu Survivre en anglais.
Et j'ai trouvé son livre un parfait résumé de l'idéologie de l'homme libre, donc du héros. C'est-à-dire que il nous explique dans ce livre comment est-ce qu'on fait pour redevenir libre. Et je pense que c'est de très très loin, le meilleur livre de, de philosophie sur la liberté aujourd'hui. Donc, Forging the Hero, Who Does More is Worth More. Alors, je vous cache pas, ça implique pas mal de boulot et de sacrifices personnels. Là, c'est pas de la philosophie de salon, c'est pas de la branlette intellectuelle, c'est qu'il faut faire des trucs. Alors, rien de méchant, hein. C'est du travail sur soi-même. Et ça va beaucoup dans le sens de ce que je vais écrire dans le livre sur la peur. Moi, je vais sur un autre thème. Lui, il mentionne un petit peu le travail sur la peur, mais il explique comment on crée une tribu, comment on crée. Alors, c'est un ami à Jack Donovan aussi, pas un ami, hein, mais il se respecte. Enfin, ce type est marié, il a des enfants, voilà quoi. Et vraiment, vraiment un grand, grand livre. Mais il a écrit d'autres livres. Alors, par lequel je vais commencer. Alors, on va commencer par l'ordre dans lequel il les a sortis. The Reluctant Partisan, le résistant malgré lui. C'est-à-dire que, en fait, la plupart d'entre nous, on ne veut pas se faire chier. On veut gagner notre vie, honnêtement, s'occuper de notre famille, transmettre notre savoir, notre culture, nos traditions à nos enfants, afin qu'ils les transmettent à leur tour à leurs enfants. Nous voulons avoir une sécurité assez grande, d'une part parce que nous la créons nous-mêmes, mais aussi parce que les organisations qui nous représentent parfois, parce que c'est peut-être nécessaire, moi je crois que c'est pas nécessaire, mais enfin, eh bien, on souhaite qu'elles nous aident à maintenir de l'ordre, de la sécurité et l'environnement capable de créer un minimum de prospérité, un minimum de confort dans lequel il fait bon vivre. C'est tout ce que l'on demande. Eh ben non, ben il faut qu'il y ait des enculés qui prennent le pouvoir, qui corrompent les États, qui augmentent la puissance de ces États, qui détruisent le monde et qui deviennent des tyrans. Et donc, malgré nous, comme des générations l'ont fait avant nous, etc., eh bien peut-être, je dis bien peut-être, il va falloir à un moment devenir un résistant. Et devenir un résistant, volume 1, guérilla. Alors la guérilla, ce n'est pas forcément tu prends tes armes et tu vas flinguer le Premier ministre, ou poser une bombe et faire péter une école. Pas du tout, pas du tout, pas du tout. Ça commence déjà par comprendre ce que ça veut dire la liberté. Ça veut dire aussi comprendre comment tu te développes physiquement, comprendre quelles sont les compétences qui peuvent être utiles dans tous les cas de figure, parce que on peut venir te piquer tes biens, on peut voler ton argent par les impôts notamment, mais on peut aussi confisquer tes avoirs, mais on va difficilement te confisquer ta capacité physique et ta capacité à penser. Et ça, elle te permettra toujours, à moins d'être en prison toute ta vie évidemment, de redémarrer ici ou ailleurs. Et cette base va te permettre de devenir un résistant compétent. Alors, venez pas me dire, ah non, mais quand même, l'État, en 1942, c'était bien d'être résistant ou pas? Bon, c'est ce que je pense aussi. Donc, est-ce qu'en 2022, est-ce qu'en 2025, est-ce que ce sera bien d'être un résistant? Ça dépend d'où vous êtes, de qui vous êtes et ce que vous faites, comme dit notre ami Vol Ouest. Bref, donc, il faut lire ce livre. Volume 1, Guerrière. C'est génial. Volume 2, The Underground, c'est-à-dire le... Comment on dit underground en français? C'est pas le métro, c'est le clandestin, l'aspect clandestin des choses. Et donc, là, comment est-ce qu'on communique? Comment on organise des cellules de résistance? Alors lui aussi, il va reprendre des exemples du FLN en Algérie, du Viet Cong, des Viet Cong, enfin des Viet Minh, non, Viet Cong en Vietnam du Sud, etc. Et comment est-ce qu'on mène une guerre psychologique contre l'ennemi, c'est-à-dire par rapport à l'idéologie, par rapport à la subversion, par rapport
à même la motivation de ses propres forces. Et encore une fois, il ne s'adresse pas à des organisations clandestines dans ses livres. Il s'organise à l'individu qui veut être libre et qui en a assez de vivre dans une tyrannie. Donc c'est pas forcément votre cas, c'est pas forcément mon cas. Moi, je ne me considère pas vivre dans une tyrannie. Je suis encore en Suisse. Parfois, on respecte mon choix démocratique. Parfois, non. Bon an, mal an, je l'accepte. Et je suis encore dans le jeu de la démocratie suisse. Je sens que ça va mal finir. Mais pas aussi vite qu'en France, etc. Donc moi, personnellement, je n'ai pas d'hostilité un petit peu philosophique, mais j'ai pas d'hostilité physique par rapport à mon gouvernement. Et je dis pas ça juste pour me... Mais sérieusement, en revanche, si j'habitais en Angleterre, ou si j'habitais dans d'autres pays, bon, disons simplement que je préférais vivre en Chine ou en Russie qu'en France. Mais je préfère vivre en Suisse qu'en Russie ou qu'en Chine. Bref, à chacun de s'adapter en fonction de son pays, et je parlerai de ça dans des formations bientôt. Donc, volume 2, la clandestinité. Super intéressant. C'est pas des trucs qui demandent des moyens. Tous ces livres ne demandent pas des immenses moyens. C'est surtout un état mental. Et pour ça, il faut lire ces livres. Bref. Ensuite, pour terminer, il vient de sortir 2 livres où là, on parle du... Là, on rentre dans l'application éventuelle, peut-être, de comment ça fonctionne. Et c'est un résumé de tout ce qui existe aussi. Je dirais que c'est un très bon livre, mais je ne suis pas un expert. Il faudrait demander aux 2 ou 3 experts que vous connaissez, qu'on connaît tous, et que je ne vais pas nommer pour ne pas les foutre dans la merde, ce qu'ils en pensent. Mais ils ont tous lu ce livre. Alors, The Guerrilla Gunfighter, c'est-à-dire le combattant de la guérilla. Volume 1, le port de l'arme de manière clandestine. Voilà, là c'est clandestine. Donc là, c'est comment est-ce qu'on va se battre avec des armes. Alors là, c'est vraiment plus du tir sportif. Là, c'est on interdit les flingues, bah t'emportes quand même. T'emportes quand même parce que tu as besoin d'emporter, c'est dangereux. Moi, quand je vais en France, ouais, parce que moi, dans le TGV, j'ai pas confiance. Bref, à l'époque où on pouvait encore voyager. Ah putain. Très bon livre. Et deuxième volume, si on veut, de Guerrilla Gunfighter, donc le 2, c'est l'arme longue, carabine ou le fusil. Et donc, là aussi, il t'explique la philosophie et comment on se prépare pour 1942. Alors on sait tous qu'on n'y arrive pas en 1942, mais c'est pas toi qui choisis. C'est pas toi qui choisis. Donc là, on revient, on parle de position, de respiration, de tout ce qu'on veut. C'est aussi un super livre. Mais vraiment, les 3 premiers sont absolument indispensables. Les 2 suivants sont bien à compléter, mais encore une fois, on peut pas juste dire la tyrannie arrive et puis rien faire. Alors moi, je vous demande pas de... D'ailleurs, je demande à personne de... Je demande une seule chose, réfléchissez par vous-même. Mais si vous voulez vous donner les compétences nécessaires pour que, éventuellement, un jour, vous puissiez faire quelque chose contre une éventuelle tyrannie, je dis pas que... Elle est là. Mais peut-être qu'elle arrive. À vous de voir. Eh bien, en tout cas, vous avez les compétences. Et vous pouvez passer du tireur sportif qui vise bien à tout un autre monde qui est un monde sérieux, quoi. Parce que, bon, tireur sportif, ça peut être un plaisir, j'ai rien contre, mais ça sert à quoi? Ouais, c'est du sport, voilà, c'est à quoi? Comment ça sert de jouer du rugby? À s'amuser, mais à côté, ça vous fait un bon physique. À quoi ça sert de faire du ski? Je fais les skis aujourd'hui. Venez en Suisse skier, encore dans un pays libre. J'ai pas compris sur les télésièges pourquoi il faut mettre un masque. J'ai pas compris. J'ai regardé le mec, il me dit le masque. Je dis quoi le masque? Je suis tout seul sur un télésiège. En plus, je m'en fous, je suis immunisé. Bref, c'est des conneries. Chez nous aussi, on a des cons. Mais on est au niveau de la connerie. On n'est pas au niveau de la tyrannie. Mais c'est un niveau intermédiaire, hélas. Bref, donc je vous en ai donné des bouquins à lire aujourd'hui.
Là, vous en avez pour 2 ans de lecture, rien qu'avec tout ça. Mais c'est des livres, je voulais vous en parler depuis longtemps, mais il fallait que je les lise tous d'ailleurs pour vous en parler, et ils sont juste exceptionnels ces livres. Et ils doivent être lus, et ils sont, hélas, représentatifs de ce que pourrait être, encore une fois, hypothétiquement, si ça arrive, notre lot au XXIe siècle. Et on va pas se cacher derrière nos enfants. S'il faudra faire le job, il faudra le faire nous. Mais on n'y est pas. On n'y est pas encore. Donc, je salue les services de renseignement qui nous regardent. Et puis, de toute façon, on n'incite pas à la violence. Toujours avec des bisous, avec amour et tout et tout. Donc, mais bon, vous aussi, vous le savez très bien où on va. Et ils vous mangeront un petit peu après que les autres. Mais ils vous mangeront quand même. En Union soviétique, les purges consistaient souvent à purger ceux qui avaient mené la purge précédente. Donc réfléchissez quand vous recevez des ordres de votre hiérarchie, si vous n'allez pas être les prochains à subir ce que vous allez faire subir éventuellement. Ça peut être du renseignement, ça peut être parfois des actions de déstabilisation, ça peut être parfois voilà, on vient te dire, écoute, il faut que tu arrêtes de faire ce que tu fais parce que sinon tu auras des problèmes. Alors on est en Suisse, on n'a pas les contrôles fiscaux comme en France, enfin, je veux dire, on est encore... Donc je peux me permettre encore d'essayer de faire ce job, mais je vous déconseille même si je dis rien et que je vous... Voilà. Mais putain, quand j'étais gamin, on pensait vraiment vivre dans le monde libre. Parce qu'on pouvait tout dire, on pouvait tout faire, on pouvait rigoler de tout. Et on avait l'ennemi qui était derrière le rideau de fer, qui mangeait des bébés, enfin, les communistes, quoi. Alors on avait un petit peu forcé certains aspects du truc, d'autres, on était en deçà de la réalité. C'était vraiment horrible, le système communiste. Alors, dans la vie de tous les jours, à partir des années 50-60, c'était pas si horrible que ça, dans le sens, c'est horrible d'un point de vue psychologique, et puis certainement d'un point de vue euh, matériel. Ils n'étaient pas très riches. Et certainement, ils étaient dans des sociétés stagnantes, et une génération ou deux ont perdu leur capacité à innover. Enfin, il y avait encore d'innovation, hein. Les soviétiques, ils ont fait des trucs incroyables en technologie pendant cette période. Mais enfin, à quel prix? À quel prix pour l'environnement? À quel prix humain, etc. Et on parle même pas des Asiatiques, quoi. Alors eux, c'est parti en massacre. Enfin, je veux dire, Mao, c'est 70 millions de morts. Enfin, sur les 100 millions de morts du communisme, il y en a 70 chez les Chinois, quoi. Puis après, il y en aura 3 chez les Cambodgiens, parce qu'ils n'étaient pas nombreux. Et puis le reste, c'est les Russes, enfin, c'est les Soviétiques, quoi. Et bon, donc les Polonais, ils ont évidemment moins subi des Soviétiques que des nazis, mais putain, la consolation, je dis, hey, on t'a libéré des nazis, mais maintenant il faut te ramasser 50 ans de Soviétiques, quoi. Les mecs, ils disent, ah non, putain. Puis c'est long, 50 ans. T'as 2 générations qui, ouais, j'ai une super idée, j'aimerais faire des trucs pour m'enrichir. Ah non, on peut pas. Ah, il faut bosser comme fonctionnaire. Ah non, c'est comme ça. Ah, t'étais un bon, t'as étudié la physique nucléaire, t'es un bon. Ouais, non, mais écoute, machin, c'est le cousin du politicien truc. Non, tu vas nettoyer les chiottes, toi. Ah oui, mais t'as fait des années d'études et t'es très bon, t'as des trucs innovants. Non, mais voilà, il t'aime pas. Et puis c'est le cousin. Ce népotisme, puis voilà. Donc, c'est un mauvais système, putain, c'est un mauvais système. Et même quand c'était tranquille, à partir des années 60, il n'y avait plus les exécutions de masse, il n'y avait plus. Mais putain, bref. Et aujourd'hui, c'est pire, en fait, le système qu'on voit arriver au XXIe siècle, parce qu'il a la technologie de surveillance que pouvaient même pas rêver, je veux dire, les mecs du KGB ou pas de la GPO, de la Stasi en Allemagne de l'Est, putain, ils auraient eu une éjaculation immédiate s'ils avaient vu Facebook ou des trucs comme ça, sans même parler des systèmes de surveillance militaire ou des contrôles, des machins trucs. Les mecs, ils auraient vu le truc, c'était... Et en même temps, je veux dire, en plus, nous, c'est la dictature oligarchique par excellence, où on a des fous, en plus c'est des fous. Au moins le soviétique, après la période des années 20, où c'était des fous furieux, enfin c'était des bolcheviks malades,
C'est un peu les mêmes, hein, c'est un peu les mêmes familles. Aujourd'hui, on a des fous, mais après l'Union soviétique, sous Staline, alors Staline c'est un horrible personnage, mais il a stabilisé le truc, puis il a mis de l'ordre, il a... Alors à quel prix? Un prix dément, comme Mao a fait aussi des trucs démentiels. Mais enfin, après Mao, Deng Xiaoping, il a un peu réglé les choses. Il les a pas réglés avec l'ultra-violence, à part Tiananmen, mais bon, c'est compréhensible d'un point de vue, si on fait de l'empathie. Staline aussi, si on se met à sa place, le mec il s'est dit ouais bon, pour asseoir mon pouvoir, je vais purger tous les connards qui m'ont fait chier avant, et ensuite je vais purger tous ceux qui m'ont aidé à faire la purge, et ainsi de suite, jusque dans les années 30, où il s'est dit putain, il y a quand même les nazis qui sont en train de prendre de la puissance, puis l'Allemagne, il faut se méfier, et bon, là il a arrêté les purges, mais enfin, putain, c'était pas bon d'être un médecin sous Staline, hein, et puis fallait pas être, fallait pas la ramener quoi. Bref, là, on va sur un système de surveillance acté avec de l'idéologie folle. Je veux dire, après, un jour, ils vont te dire ah non, mais si tu couches pas avec un trans, c'est que tu es transphobe, donc 20 ans de prison, quoi. Et toi, tu dis ouais, mais j'ai pas envie de coucher avec un trans. Parce que, c'est-à-dire que je suis marié. Ah oui, non, mais marié, c'est un truc. Ça va être comme les révolutionnaires français, hein, ou comme la révolte de Münster à la Renaissance, enfin, au début du XVIe siècle. On va te dire ah oui, mais tu partages pas ta femme, c'était un égoïste, sale capitaliste. Alors les mecs du haut, c'est bon, mais la masse, ça va être ah, mais tu veux pas te métisser, tu veux pas que tes enfants se métissent. Ah, ta fille, viol de groupe obligatoire à l'école. Ah bah privilège de l'homme blanc, non, non, mais privilège non, 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 non. Si tu acceptes pas le gangbang interracial, prison. Et gangbang interracial en prison. Non, non, mais on est en train de partir dans des trucs de fou. Et je pense que les psychopathes qui sont en charge, ils jouissent de ça. Ils jouissent d'un truc, ils se sont dit, on hait, ils ont décidé de haïr la civilisation, la seule, enfin, la seule qui a produit des trucs, et la seule qui a été capable d'aider les autres, en plus. Qui c'est qui a aboli l'esclavage? Qui c'est qui a mis en place l'abolition du tribalisme? C'est peut-être une erreur d'ailleurs. Qui c'est qui a mis en place les droits pour tout le monde? Qui c'est qui a libéré les femmes? Qui c'est qui a inventé les technologies qui ont permis de libérer les femmes de leur travail quotidien? Bah, c'est eux qu'on va haïr. Alors peut-être que ces peuples vont se réveiller, peut-être que le retour de Manivelle va être juste impressionnant, mais pour l'instant, on est dans une direction de castration des peuples. Alors, on commence par les blancs parce que c'est des casse-couilles, et puis justement, c'est les mecs qui font le bien dans le monde depuis longtemps, mais après, rassurez-vous, ils vont venir pour les autres. Hein. Tu crois qu'ils vont s'arrêter non, après, ils vont dire les Arabes, les musulmans, vous respectez pas le nouvel ordre, vous non plus, hein, vous aimez pas les trans. Cuit depuis le septième étage, non. Alors maintenant, il faut coucher avec. Les hommes entre hommes, tout ça. Ah, le Coran est pas d'accord? Ben, on va s'occuper de vous. Et ensuite, ça va être les Africains. Genre, comment ça, vous aimez pas manger les excréments? Mais comment ça? Attention, hein. Et après, ça va être les chaînes et les champs de coton. Et puis Terminator, parce que d'ici là... Donc, leur idée, c'est ça. Moi, je crois qu'on va plutôt s'effondrer. C'est vraiment mon analyse et ma croyance. Vous me connaissez depuis longtemps. Je pense qu'on va plutôt vers l'effondrement. Mais si ça traîne, moi je crois pas. Moi je crois c'est imminent. Mais enfin, quand je dis imminent, c'est des mois, des années. Hein, c'est pas des décennies. Mais alors, je peux me tromper. Mais plus ça tarde, plus on va vers de la technologie, plus tout ça là, tous ces bouquins, on va devoir faire face à Terminator et pas à Jean Mouloud recruté au 94e régiment d'infanterie formé à la contre-insurrection et qui va venir et qui va finir torturé, accroché à un arbre au fin fond des Dombes. Je dis ça parce que j'écris des romans, moi. Donc j'ai imaginé une histoire comme ça. Mais j'ai rien contre Jean Mouloud.
il va faire son job. En revanche, Terminator, putain, lui, tu peux pas le. Je veux dire, quand une équipe de Terminator, ils voient un Terminator pendu, éventré, enfin, déglingué, accroché à un arbre dans les dombes, ils en ont rien à foutre. Donc la guerre psychologique marche pas. Et ça, mesdames et messieurs, c'est la mort du petit commerce. Donc, j'espère que vous avez compris que ce sont des vidéos d'humour, que je n'incite pas à la violence, j'incite à la réflexion, j'incite à votre amélioration personnelle. Et je vous remercie de votre très longue et assidue attention. Et préparez-vous.